Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Auditeurs, auditrices, bienvenue dans ce forum de la presse qui va s'intéresser à la visite du Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga à Kidal. Il sera également question de conflits inter- et intracommunautaires au centre du pays. Enfin, on planchera sur les candidatures aux élections présidentielles. Alors, nos invités sont Amadou Diallo, Youssouf Sissoko de l'Info 7, Lamfia Sinaba, journaliste indépendant, Yeya Tandina, correspondant de l'ORTM et de l'AMAP, il sera au téléphone depuis Tombouctou. Je suis Aliou Sidibé pour la présentation. Le grand dialogue. Sans plus tarder, nous allons entamer ce forum avec la visite du Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga qui est arrivé aujourd'hui même à Kidal. Donc nous avons pris la réaction d'un élu local, Aïcha Belko Maïga. On va l'écouter. De venir ici, c'était un jour que nous attendions beaucoup. C'est vrai que la météo n'est pas avec nous, mais quand même c'est un petit pas dans les grands pas de la paix qui nous reste. C'est un espoir pour nous que les premiers responsables du gouvernement viennent nous demander d'abord nous saluer, nous remercier et prendre de nos nouvelles et ensuite prendre nos problèmes, nos difficultés. Aujourd'hui, les difficultés c'est tout. Les difficultés, c'est un cercle qui n'a plus d'eau, qui n'en avait même pas, qui n'a pas d'électricité. C'est un cercle qui n'a aucun service social de base. Et vous avez aussi l'année qui n'est pas très bonne, les pluies ne sont pas au rendez-vous. Les éleveurs déjà commencent à souffrir et à sentir la période de soudure. Vraiment, nous ne pouvons pas dire tous les problèmes que nous avons parce que nous avons tous les problèmes. Alors, Amadou Diallo, quel est l'enjeu de cette visite de Soumeylou Boubèye Maïga à Kidal? Merci, M. Sidibé, de nous avoir permis de nous exprimer par rapport à ces sujets. Mais avant de répondre à votre question, vous me permettez d'abord de féliciter la justice française pour avoir vraiment mis sous examen l'ancien président français Nicolas Sarkozy, qui est à l'origine de tous les problèmes dont nous souffrons aujourd'hui. Parce que l'intervention leur intervention, et la France, l'Angleterre et les États-Unis en Libye, vraiment ont causé du tort, à nos pays. Donc c'est pourquoi moi je les félicite, mais je dis que le travail reste encore accompli parce qu'il reste encore David Cameron du Royaume-Uni et Barack Obama des États-Unis. Il faut que dans ces pays aussi la justice sévisse pour rendre justice aux Africains. Alors, cela dit, la visite du Premier ministre à Kidal, c'est déjà, ça veut dire que je ne suis pas un partisan de l'ancien Premier ministre, mais ça donne raison effectivement à l'ancien Premier ministre que c'est nécessaire que le gouvernement se sente partout chez lui et apporte, parce que c'est pour cela que le président est élu, apporte des solutions aux problèmes de tous les pays, et pas un territoire vraiment réservé. Donc c'est une visite à saluer et une visite à mettre dans son contexte. Et on verra bien dans la suite du débat les autres points qu'on peut développer ensemble. Voilà en introduction ce que je peux dire. Ok, alors Youssouf Sissoko, que dites-vous par rapport à l'enjeu de cette visite de Soumeylou Boubèye Maïga, principalement à Kidal? Merci M. Sidibé. Et je salue de passage à tous les travailleurs de Studio Tamani pour l'œuvre gigantesque que vous accomplissez au quotidien. Et permettez-moi d'avoir une pensée pieuse, parce qu'à chaque fois qu'on aborde en tout cas la visite du Premier ministre, nous aurons en tout cas à l'esprit la première visite, celle de Moussa Mara, qui a été émaillée d'incidents et qui a fait des victimes, et beaucoup de victimes. Donc, permettez-moi d'avoir une pensée pieuse pour toutes ces victimes. Alors, la visite du Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga, sur la forme, bien sûr,
c'est très normal qu'un Premier ministre se rende en tout cas partout au Mali, dans toutes les régions, pour s'imprégner en tout cas des réalités en tout cas sur le terrain. Mais honnêtement, moi je me pose une question. Est-ce que cette visite est opportune? Je pose ça pourquoi? Parce que d'abord, il est allé avec une délégation très importante de 8 ministres. Et quand tu vois en tout cas les charges liées à ce déplacement-là, ça donne vraiment à réfléchir. Et de deux, les problèmes en tout cas qui sont évoqués, parce que j'ai suivi en tout cas hier à la télé, alors sa rencontre avec les populations de Thessalite. Et les doléances en tout cas soumises au Premier ministre sont des doléances, sont des choses qui sont déjà connues. Moi, j'aurais quand même compris que le Premier ministre partait à Kidal pour aller inaugurer des œuvres qui entrent en tout cas dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord. Mais tel n'était pas le cas. Pour moi, je ne trouve pas cette visite opportune, tout comme celle de Moussa Mara. Donc moi, je pense honnêtement qu'il faudrait que, surtout qu'on a appris beaucoup d'autres choses, peut-être que c'est des rumeurs, on ne va pas trop s'appesantir sur ça, mais c'est toutes les négociations qui ont eu lieu en amont en tout cas de cette visite pour que la SEMA, qui sont les maîtres, les membres de la SEMA qui sont les maîtres des lieux à Kidal, qui n'ont pas voulu dans un premier temps accepter cette visite, mais qui ont finalement accepté, en tout cas sur la base de quelque chose qu'on a payé. En tout cas, c'est ce que nous avons appris sur les réseaux sociaux. Mais tout compte fait, moi, je trouve que cette visite, franchement, si elle devait permettre l'avancée de la paix, l'avancée vers la paix, ça allait être une bonne chose, mais apparemment, je ne vois pas ça. Lafia Sinaba, quelque chose à ajouter par rapport à l'enjeu de la visite du Premier ministre à Kidal? Oh, contrairement à mon confrère Sissoko, je pense que c'est à saluer quelque part, parce qu'on ne doit pas oublier qu'il y a plus de 4 ans maintenant, sinon un peu plus, qu'une autorité malienne à ce stade-là n'a pas mis les pieds à Kidal. Je pense que c'est une très bonne chose, ça réaffirme l'appartenance de Kidal. Si d'aucuns estiment qu'on a perdu Kidal, je pense qu'il y a des difficultés. On est dans un processus, donc s'il y a de telles initiatives, je pense que c'est à saluer. Surtout le fait que ça s'est passé dans un contexte de non-violence, j'allais dire. Il n'y a pas eu effusion de sang comme ça a été le cas avec l'ancien Premier ministre Moussa Mara. Sinon, comme l'a dit la main locale, ça devait être chez vous encore un confrère. Il a expliqué que le Premier ministre vient pour s'enquérir des difficultés qu'il rencontre et il a bon espoir. Il sait d'avance que le Premier ministre est imprégné de ces problèmes-là et qu'il allait apporter des solutions. Donc je pense qu'au cours de cette visite, il a été question, une fois de plus, des solutions apportées aux difficultés qu'il rencontre. Donc pour me résumer, je pense que on doit saluer cela, surtout le fait que ça s'est passé sans incident majeur. Okay. Mais lors de cette visite que le Premier ministre a entamée hier avec Thessalite, donc il ira à Kidal, comme il est arrivé à Kidal aujourd'hui, il ira à Gao, Tombouctou, Mopti, Koro, Bankas, Bandiangara et même à Djéné. Alors, que représente cette visite dans la mise en œuvre du processus de paix, du retour de l'administration, des services sociaux de base et même des forces armées dans le nord et même du centre du Mali, Lafia? Ça représente beaucoup de choses. D'abord, ça prouve que les autorités pensent à ces localités-là. Je ne les défends pas. Si on devait les défendre, c'est sûr que c'est les derniers à les défendre et ils comprendront pourquoi. Mais je pense que c'est une très bonne chose dans la mesure où ça permet aux administrateurs d'être plus près des populations. Ça doit aussi entrer dans le cadre d'un retour progressif de l'administration parce qu'on sait depuis quelques années, il y a eu une sorte d'abandon des postes. Le député, notre maman l'a dit tout de suite, de Thessalite Aïcha Belko, il n'y a aucun service social de base. Ça, c'est regrettable. Donc je pense qu'il faut saluer cette visite, cette tournée dans toutes ces localités-là, dans le cadre du retour progressif de l'administration. Parce qu'on doit le mettre dans ce contexte-là. Maintenant, est-ce que ça a été fait dans les conditions qu'on aurait souhaité? Là, c'est un autre débat, comme Sissoko l'a dit. En amont, il y a eu un certain nombre
situation, pour ne pas dire de tractation, mais on n'est pas dans les secrets de Dieu. On va se fier à ce qu'on a comme éléments palpables sur lesquels on peut discuter sans être interpellé quelque part d'allégations. Donc je pense que globalement, pour ne pas me répéter, qu'il fallait cette tournée-là, à mon avis. Amadou Diallo, déjà, bon, le besoin est urgent, donc les forces armées, les FAMA sont déjà sur place. Est-ce qu'après cette visite, vous avez espoir qu'ils vont rester directement pour entamer la présence quand même de l'État malien déjà sur place? Bien sûr. Ça dit que souvent, j'aimerais rappeler un peu l'historique de cette situation. C'est-à-dire la crise a éclaté effectivement en janvier 2012 à Ménaka, qui s'est prolongée progressivement sur les autres régions. Mais le centre n'était pas concerné. Malheureusement, le centre n'était pas concerné. C'est un jeune métis de Mama Peul, de père de Tamashek de Diré ou bien de Gundam, qui s'élève un jour pour revendiquer l'identité Peul. Et c'est ce qui a embrasé le centre. Maintenant, ça veut dire que ça a été fait à dessein. Vous savez, récemment, si j'entends certains acteurs politiques demander la certification de notre élection présidentielle par l'aménagement, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'on a créé une situation de fait pour empêcher l'administration de travailler dans les conditions normales et permettre à l'État de rendre service à la population qu'il a élue. Donc, moi, je me dis, le retour, la tournée du Premier ministre va d'abord permettre aux acteurs politiques de se rendre compte de la situation réelle et en même temps, le tenant du pouvoir de réaffirmer l'autorité de l'État, même si elle n'est pas ce qu'on souhaite, mais c'est déjà un pas qui va permettre à la population d'avoir un certain sentiment de proximité avec le pouvoir public qui est leur émanation. Donc, moi, pour me résumer, je me dis, aujourd'hui, s'il n'y a pas la paix, c'est que tous les acteurs ne jouent pas franc jeu. Il y a certains acteurs, il y a certains signataires qui ne sont pas encore convaincus qu'ils ont perdu la partie. Notamment, moi, j'évite de parler de la CEMA parce que la CEMA, originellement, c'est le MNLA. Donc, je me dis, certains acteurs du MNLA ne sont pas encore convaincus qu'ils ont perdu la partie et que la communauté internationale qui les avait miroité un moment, une hypothétique indépendance, n'est plus avec eux sur ce terrain-là et qu'ils ont intérêt à rejoindre la République. Tous avons intérêt à ça. C'est dans la République qu'on peut chacun trouver son compte. Voilà. Ok. Oui. Par rapport à ça, si vous permettez. Rapidement. Toujours, ça rentre dans le cadre de l'enjeu. C'est là où j'en veux un peu au président de la CEMA, Bilal Agha-Chérif. À mon avis, il aurait dû être aujourd'hui à Kidal pour recevoir le Premier ministre que d'être en tournée dans la région de Tombouctou, conformément même à l'esprit et à la lettre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Malheureusement, ça a été un couac à ce niveau. Ok. Alors, Yaya Tandina depuis Tombouctou, qu'est-ce que vous pensez de cette visite pour le nord et bien sûr le centre? Qu'est-ce que ça représente dans la mise en œuvre du processus de paix? Ok, merci. J'en profite pour saluer tous les confrères qui sont tout autour de la table. Et donc, pour revenir à la question, moi je dirais que cette visite du PM est un baromètre pour permettre d'abord à l'État malien de jauger le niveau d'engagement des acteurs de Kidal. Parce que d'abord, c'est une visite de routine, moi je dis, parce que si le Premier ministre Moussa Mara l'avait effectué la première fois, alors là c'était dans la logique parce qu'il y avait déjà des représentants de l'État qui étaient sur place. Mais cette fois-ci, nous n'avons pas de représentants en dehors du gouverneur de Kidal même, aucune autre autorité qui représente le gouvernement malien. Donc le deuxième aspect, c'est que ça permettra d'abord de comprendre aussi les acteurs signataires de cet accord et voir à quel niveau eux aussi sont engagés. Mais dommage qu'effectivement, pour rejoindre mon confrère qui parlait tout de suite de la présence de Bilal à Tombouctou,
Alors, moi, je déplore qu'il y ait deux visites parallèles parce que là, Bilal est vraiment dans son fief. Quand vous voyez la région de Tombouctou, c'est une grande partie qui est occupée par la SEMA. Alors, si aujourd'hui il est de ce côté, le PM est de l'autre côté, peut-être pour moi, même s'il est en train de parler, j'ai vu que ces messages qu'il passait, c'est dans le cadre de l'accord. Mais, pour illustrer tout cela, s'il était avec le Premier ministre, les images parlent et ça, je vous jure que ça pourrait apporter plus d'impact que des visites parallèles, le PM à Kidal et Bilal à Tombouctou. Je crois que là, ça peut donner autre sens chez les communautés, les populations. Et pour moi, en réalité, ce n'est pas une visite extraordinaire. Moi, je m'attendais que ça se passe normalement parce que Aglabas qui a parlé, qui a dit que le PM sera bien reçu, il était toujours resté dans la logique. Mais celui qui devrait accueillir, organiser tout l'accueil du PM, c'était vraiment Bilal Al-Chérif pour rassurer les Maliens que tout se passe bien entre hier les séparatistes et aujourd'hui l'État malien pour montrer l'unité. Dommage que ce n'est pas le cas. Okay. Youssouf Sissoko. En fait, Sidibé, il faudrait quand même que les gens se rappellent du début du processus. Hein. D'abord, la signature de l'accord. Et moi, je m'attendais honnêtement, avec la visite du Premier ministre, en tout cas, soit de la pose de la première pierre de certaines infrastructures sociales de base, ou alors, en tout cas, de la mise en œuvre véritable de l'accord. Mais honnêtement, cela n'a pas été fait. Et le Premier ministre est allé, pour moi, c'est franchement une promenade de santé. C'est une promenade de santé tout simplement parce que les problèmes sont connus, avant même de quitter Bamako. Alors, je ne donne pas raison à la SEMA, loin de là. Mais à partir du moment où le gouvernement s'est engagé, alors, et a parlé justement de cet accord, donc il n'y a pas de raison en tout cas que cet accord ne soit pas mis en œuvre. Et je voudrais justement rappeler, parce que quand on dit qu'il faut aller alors, pour s'imprégner de la réalité sur le terrain, et il faudrait quand même que les gens sachent, en 2012, en 2013, disons, quand Ibeka venait au pouvoir, à part Kidal qui échappait un peu au contrôle de l'État malien, toutes les autres régions étaient dans le giron du Mali. Mais aujourd'hui, franchement, si nous essayons de voir, même Mopti échappe aujourd'hui à l'État malien. Donc, alors nous allons sur le terrain pour nous imprégner de la réalité est connue. Il faudrait, parce que l'État s'est engagé, en tout cas pour signer cet accord-là, il faudrait mettre en œuvre cet accord-là pour mettre fin justement à ce conflit. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Studio Tamani. Retour donc sur ce plateau avec nos confrères Amadou Diallo, il est journaliste, Youssouf Sissoko, journaliste à Info 7, Lamfia Sinaba, journaliste indépendant, Yéya Tandina, correspondant de l'ORTM et de la MAP depuis Tombouctou. Alors, on est toujours dans le cadre de cette visite du Premier ministre au nord et même au centre. Mais est-ce que cette visite peut favoriser et même faciliter le rétablissement de la sécurité et de la réconciliation des populations dans la région de Mopti? Monsieur Sissoko. Bon, certains sont très optimistes, comme mon ami Diallo, mais moi je pense honnêtement que je ne vois pas ce gouvernement établir réellement la paix au centre. C'est vrai, Soumeïlou Boubeka, il a été nommé, il a tenu un très beau discours, un discours d'espoir, plein d'espoir. Mais honnêtement, au regard de la situation au centre, en tout cas, du Mali, il n'y a vraiment pas eu d'avancée notoire. Il n'y a pas eu d'avancée notoire et j'en veux pour preuve. Alors, le barrage qui a été attaqué par les djihadistes, je ne pouvais pas comprendre que... Alors, le barrage de Djenné, qui, après ce discours, après avoir pris l'engagement, en tout cas, de faire en sorte que le centre soit stabilisé, que ce barrage puisse être attaqué, et que ces djihadistes qui sont venus en moto, une quinzaine de motos, puissent en tout cas saccager, incendier les instruments. Et pendant des heures, alors que nous avons des hélicos de combat et que ces hélicos n'ont pas intervenu. Et ces djihadistes sont rentrés indemnes dans leur base. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que l'acte n'est pas lié à la parole. Donc moi, je ne suis pas vraiment optimiste pour stabiliser même le centre, à forte raison le nord.
Alors, Diallo, Amadou Diallo, quelque chose va changer dans le domaine sécuritaire et de la réconciliation, au centre surtout? Quelque chose doit changer. Moi, je ne dis pas que quelque chose change, mais quelque chose doit changer. Doit changer pour la simple raison que la population, si en tout cas on fait la politique, moi je dis bien si on fait la politique pour servir la population, quelque chose doit changer. Et malheureusement, j'ai l'impression que ce n'est pas le cas. Et c'est pourquoi on vit cette... Je reviens toujours en arrière, je dis simplement, la crise en Mopti, dans la région de Mopti, c'est une crise artificielle créée de toutes pièces et entretenue. Maintenant, entretenue par qui? Souvent, je me pose la question, ce n'est pas prudent de faire des supputations, mais je me dis, pourquoi on entretient une telle crise? Tout simplement, je me réfère juste au cas ivoirien. Laurent Gbagbo, quand il a voulu vendre son café à son prix et à qui il veut, on a créé une rébellion chez lui. Et la rébellion a finalement coupé son pays en deux. Et c'est l'ONU qui a certifié l'élection et qui a pratiquement mis en place Alassane Dramane Ouattara. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de reproduire la situation ivoirienne au Mali? Et tous les signaux, tous les faits concourent vers cette conclusion. La preuve, ce sont certains acteurs politiques ont demandé la certification de notre élection présidentielle par la MINUSMA. Pendant que Anadif, à l'Assemblée nationale, a dit clairement que la MINUSMA n'est pas là pour jouer le rôle de l'État malien à sa place. Ça veut dire que même la MINUSMA sur ce terrain vraiment n'est pas... c'est déclaré incompétente pour ça. Donc, je dis simplement, la visite du Premier ministre, avec la visite du Premier ministre, dans le reportage de Seydou Fomba, on a parlé de l'arrestation des humanitaires. Pendant que certaines informations qui nous parviennent disent que certains humanitaires alors qui coachent les poseurs de mines là. Ce sont eux qui les recrutent, ce sont eux qui les payent, ce sont eux qui les forment. Et chaque mine posée est payée. Et tenez-vous bien, l'information que j'ai, c'est difficile de vérifier, mais c'est une information sur laquelle moi je ne peux pas cracher. Ils sont payés à 300 €, soit 195 000 francs CFA environ par mine posée. Et chaque mine, quand elle fait des victimes, la victime, le paiement se fait en fonction au prorata des victimes. C'est une information que je suis en train de vérifier, mais que je n'ai pas totalement tous les bons détails. Mais c'est une information sur laquelle je ne peux pas cracher. Ok. Yaya Tandina, vous êtes sur le terrain là-bas. Est-ce que quelque chose va changer sur le plan sécuritaire et réconciliation de nos populations? Non, d'abord, je ne crois pas parce que ça peut motiver les populations à comprendre que l'État veut être plus proche de cette population, de ses administrés. Mais je ne crois pas, en réalité, si ça peut rétablir la sécurité. Parce que d'abord, ceux-là qui sont en train de créer ce désordre, en réalité, sont des gens qui ne parlent pas le même langage que l'État. Donc, il s'agit bien sûr de djihadistes et d'autres motivations. Alors, du moment où il n'y a jamais eu de négociations, on n'est même prêt à ne même pas les rencontrer. Donc, eux aussi, ils sont décidés à perturber tout projet de l'État. Donc, je ne pense pas, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas les capacités de couvrir tout le territoire. A fortiori, le centre qui est tellement aussi aujourd'hui compliqué, et que l'armée a des problèmes même dans ses patrouilles, et partout, c'est des mines qui sont posées par-ci, par-là. Et je ne chercherai pas à comprendre qui est-ce qui pose ces mines, mais je sais quand même que les djihadistes sont déterminés et ils n'ont jamais caché leur intention de dire que nous nous opposerons à tout projet de l'État. Donc cela prouve que la présence du Premier ministre, aujourd'hui, derrière lui, c'est un gros arsenal sécuritaire, mais en réalité, dire que ça pourrait demain rassurer les populations ou bien ça peut sécuriser le centre du Mali, je ne crois pas. Bon, ensuite, je voulais dire que la visite du Premier ministre met le fruit quand même d'une pression de la MINUSMA sur les parties signataires de l'accord.
Donc, c'était une visite qu'il fallait faire pour montrer quand même que l'État a été décidé à retrouver tous ses administrés. Et voilà pourquoi il y a eu cette démarche. Sinon, en réalité, le motif qu'on est en train de dire, c'est pour écouter de plus près les populations. Les préoccupations des uns des autres sont connues par tous. Tous les Maliens connaissent les préoccupations. Maintenant, il s'agit de voir le niveau d'engagement par rapport à la mise en œuvre de l'accord signé des signataires. Je crois que c'est à ce niveau-là qu'il faut essayer de voir. Mais moi, je pense que cette visite pourrait rapporter la sécurité dans le centre. Ok. Merci beaucoup, Yaya Tandina. Donc, nous allons clore ce premier chapitre et entamer directement le deuxième volet de notre forum de la presse. Modification de la loi électorale et introduction d'une nouvelle carte électorale. Alors, nous allons sur ce reportage de Studio Tamani. Cette modification supprime le vote par anticipation des membres des forces armées et de sécurité. Aussi, ce projet jette un regard sur la fixation d'un délai au ministre chargé de l'administration territoriale pour la proclamation des résultats provisoires du référendum. Le projet de loi prévoit également le remplacement de la carte NENA par la carte d'électeur et la précision des informations figurant sur le bulletin de vote. Selon le dit projet, la carte NENA peut être utilisée comme carte d'électeur en cas de non-disponibilité de la nouvelle carte d'électeur. Dans une interview accordée à BBC Afrique, le Premier ministre avait annoncé la confection de cette nouvelle carte d'électeur différente de la carte NENA pour la présidentielle du 29 juillet au Mali. Selon Soumaïl Boubèye Maïga, cette nouvelle carte d'électeur va mettre un terme à la polémique posée sur la transparence des élections au Mali. L'opposition estime que les autorités doivent proposer une maquette de la nouvelle carte à l'opinion nationale. Enfin, ce projet donne la possibilité à la majorité et à l'opposition de proposer des assesseurs, une réglementation plus stricte du vote par procuration, un recentrage des niveaux de centralisation des résultats au cercle et au district. La FIA Sinaba, on sait quand même quant à la nécessité quand même que ce soit le parti au pouvoir, que ce soit l'opposition, tout le monde est d'accord par rapport à la nécessité. Mais est-ce que le moment est propice pour ces modifications-là? Je me pose la même question. On est à quelques mois des élections. Est-ce qu'on pourra produire ces documents-là? Quand c'est produit, est-ce que le peuple aura suffisamment le temps d'apprécier ce document? Je pense que on aurait pu continuer, on aurait dû continuer avec la carte NINA, à mon avis. Je ne sais pas quelle est au-delà. La carte NINA n'est pas supprimée. Elle n'est pas supprimée. Elle est admise au cas où on n'a pas la nouvelle carte. Oui. Mais ça voudra dire que c'est la nouvelle carte qui sera prioritairement mise en œuvre. Donc je pense qu'à ce niveau, on aurait dû peut-être anticiper, voir cette idée depuis quelques mois, au lieu qu'on soit juste à la veille. C'est ce problème qu'on a, ce que Diallo expliquait tantôt. On a vu la situation venir dans le centre du pays. On n'a pas été capable d'anticiper, de faire preuve d'anticipation. Et si on doit aller à un vote sanction au moment des élections, je pense que c'est là où le président Ibeka va beaucoup souffrir. Parce qu'il a été élu, parce qu'il y avait un problème dans le nord du pays. N'ayant pas été en mesure de gérer ce problème-là, il s'est transporté dans le centre du pays, créant d'autres situations. Donc je pense que nos gouvernants doivent faire beaucoup plus attention dans le sens de l'anticipation. Sinon, l'esprit en tant que tel, elle n'est pas mauvaise. L'esprit n'est pas mauvais, je vais dire, parce que c'est pour aller dans le sens de l'amélioration. Mais le moment, à mon avis, n'est pas propice, approprié. Alors, Youssouf Sissoko. En fait, je fais mienne l'inquiétude de Sinaba. Honnêtement, il faut quand même saluer l'initiative, les différentes innovations au niveau de la loi électorale. Parce qu'effectivement, tout ce qui peut concourir à réunir les conditions pour des élections transparentes, crédibles, sans problème. Parce qu'on a vu ailleurs une crise post-électorale, elle est souvent plus grave qu'une guerre. Ça peut provoquer la guerre civile. Donc nous devons saluer en tout cas ces avancées. Mais franchement, l'inquiétude, c'est que c'est le temps. Puisque le gouvernement a eu quand même 5 ans pour préparer les élections. Et s'il y a 4 mois déjà, on change le fusil d'épaule. Parce qu'effectivement, il y a des problèmes liés à la carte NINA. Parce que vous le savez déjà, dans le rapport du Végal, on parle de 900 000 cartes de trop. Alors, et l'opposition en son temps avait demandé à ce que ces cartes NINA soient sécurisées. Mais bon, l'État, à l'époque, le gouvernement n'a pas voulu. Maintenant, s'il accède à la demande, en tout cas de l'opposition, de choisir une autre carte d'électeur, c'est-à-dire que parce qu'au niveau de la carte NINA, il y a problème. Les gens n'ont pas non seulement accès à ça, et
tout le monde n'a pas été recensé. Donc, avec la carte d'électeur, je crois que c'est une épine qui sera enlevée, en tout cas, du pied de tout le monde. Ok. Amadou Diallo. Bon, moi, je crois que ces innovations-là, ce n'est pas encore très tard, à mon avis, parce que je me réfère au cas de 2013, jusqu'en mois de mai, juin, on n'était pas encore sûr de la tenue des élections présidentielles et législatives en 2013. Donc, je crois qu'on est dans le timing. Et la carte d'électeur, c'est, comme a dit mon confrère Sissoko, c'est pour prendre en charge le souci de certains acteurs politiques qui avaient émis des réserves sur des cartes non encore distribuées qui peuvent être utilisées, parce que c'est des cartes qui n'ont pas été personnalisées, qui peuvent être personnalisées, être utilisées autrement. Bon, maintenant, je crois qu'avec cette situation de carte d'électeur, ça va quand même apaiser cette inquiétude. Et ça dit que la réussite et l'échec dépendent toujours de la volonté humaine. Okay. Voilà, il n'y a pas de timing pour ça. C'est-à-dire quand on veut, on a toujours les moyens de réussir ce qu'on veut. Ok. Yaya Tandina, que pensez-vous de la modification de la loi électorale et de l'introduction d'une nouvelle carte électorale? Moi, je pense que c'est des innovations qu'il faut saluer, parce que chacun de nous, chaque citoyen avait le souci quand même pour des cartes mineurs. Mais aujourd'hui, si on a fait effectivement, moi j'ai d'autres préoccupations effectivement par rapport au temps, parce que si mon confrère dit que c'est vrai, avec la volonté on peut faire, mais moi je ne crois pas d'ici les élections, si réellement on peut à travers de nouvelles cartes donner à tout le monde, ou que d'autres cartes aussi peuvent permettre à d'autres citoyens de voter. Mais quand il y a je crois que la qualité du son quand même laisse à déplorer. Donc on va retourner ici sur le plateau en attendant que la technique ne trouve la solution à ces problèmes. Donc pour ce qui concerne les élections, l'élection présidentielle, alors il y a le professeur Diongouna qui est candidat à la candidature. Alors que représente cette candidature, M. Sissoko? M. Sidibé, merci. En fait, la candidature de Diongouna, c'est une candidature par défaut au sein de l'ADEMA, puisque, comme vous le savez, il faudrait quand même rappeler à nos auditeurs l'historique de l'ADEMA par rapport au choix de son candidat depuis 2002, et vers la fin du mandat d'Alpha Oumar Konaré, quand le problème de leadership s'est posé. Alors, l'ADEMA, les militants, les cadres de l'ADEMA ont jugé nécessaire d'organiser des primaires. Vous vous rappelez, en 2002, Soumaïla avait été désigné candidat de l'ADEMA, mais ça a créé en tout cas ce que ça a créé. Alors, après 2002, en 2012, puisqu'en 2007, déjà, l'ADEMA n'a pas présenté de candidat, et en 2012, ils n'ont pas voulu tenter en tout cas cette mauvaise expérience, mais ils ont plutôt mis en place une commission de bons offices. Et c'est cette commission de bons offices qui a choisi Diongouna en tenant compte en tout cas d'un certain nombre de critères. Et à l'époque, tout le monde était d'accord que vraiment c'était des critères objectifs. Maintenant, alors en 2013, cette même commission a choisi Draman Dambélé. On ne sait pas sur la base de quels critères, parce que la commission n'a pas voulu dire les raisons pour lesquelles Dra a été choisi. Alors jusqu'à ce que, après il y a eu en tout cas des problèmes, parce qu'entre les deux tours des élections présidentielles de 2013, Dra, contrairement à l'avis en tout cas du comité exécutif, Dra a opté pour le soutien à IBK. Maintenant, ce qui a créé en tout cas beaucoup de problèmes au sein de l'ADEMA. Et cette fois-ci, l'ADEMA, le comité exécutif, a vu également que cette commission de bons offices a montré ses limites. C'est pourquoi ils ont instauré en tout cas des critères. Et ces critères de choix ont été vraiment des critères peut-être que discriminatoires. Franchement, ça n'engage que moi. Mais à votre avis, est-ce qu'on ne va pas vers encore une autre division de l'ADEMA? Oui, oui, justement. Le maire de Sikasso, lui, il affirme quand même qu'il sera candidat avec ou sans l'ADEMA. Oui, c'est pourquoi j'ai dit des critères discriminatoires, parce qu'en réalité, les critères sont taillés sur mesure de Diongouna. C'est pourquoi d'ailleurs, à part lui seul, tous les autres candidats ne répondent vraiment pas à ces critères-là, parce qu'il y a le parrainage. Et dans ce parrainage-là, il faudrait d'abord que ta section, que les 2 tiers des sections de ta région, qu'une section par région du Mali
parrainent en tout cas ta candidature. Et aujourd'hui, les autres candidats se sentent discriminés. C'est pourquoi ils ont jeté l'éponge. Ok, la technique me fait signe que Tandina est en ligne. Oui, Tandina? Oui, donc... Voilà, vous parliez de la modification de la loi électorale et de l'introduction de la nouvelle carte électorale. Voilà, j'ai dit que c'est des innovations qu'il faudrait vraiment saluer. Ça pourrait prendre les préoccupations des uns et des autres en compte. Mais une préoccupation, pour moi, c'est le temps. Effectivement, le temps, parce que le pays est grand. Et vous savez, la mobilité des Maliens fait qu'aujourd'hui, l'administration a toujours des difficultés à ce que chaque citoyen puisse être en possession de sa carte d'électeur. Et ensuite, j'avais parlé que s'il y a deux documents juridiques par rapport à ces élections, ça pourrait poser problème. Certains vont venir avec des cartes NINA et d'autres avec ces cartes électeurs. Est-ce que cela ne va pas également occasionner des fraudes et autres? Moi, c'est mon inquiétude. Sinon, l'idée comme telle est bonne et à saluer si on pouvait vraiment le faire. Et si on a les moyens de le faire, parce que là, il s'agit des moyens pour pouvoir le faire avant quand même de ces élections présidentielles. Très bien. Amadou Diallo, alors que pensez-vous de la candidature de John Kounda et surtout de celle de Kalfa Sanogo, le maire de Sikasso? Bon, la candidature de John Kounda, c'est comme il l'a dit, mon confrère Sissoko, c'est une candidature par défaut. Parce que John Kounda même n'était pas chaud pour être candidat. Et jusqu'à présent, à ce que je sache, il n'est pas très chaud. Mais la pression a été telle que je crois qu'il a dû céder à la pression pour sauver les meubles. Bon, donc, mais ça peut réserver aussi de mauvaises surprises. Parce que au cas où il va contre le président sortant, alors, s'il ne passait pas, quel avenir y aura-t-il? Sûrement, toute la considération qu'on a pour lui en tant qu'ancien chef d'État va tomber. Ça veut dire que c'est un risque à prendre. Mais dans tous les cas, c'est un choix personnel. L'élection présidentielle, c'est toujours un choix personnel. Peut-être qu'il a dû succomber aussi aux chansons de sirènes. On ne sait jamais. Mais la candidature de Khalifa n'a jamais caché sa candidature. Khalifa s'est brouillé avec le président, clairement. Donc, il a pris son destin en main, il veut tenter. Mais simplement, je lui rappelle que l'élection présidentielle n'est pas l'élection des maires. Voilà. Ok, la chasse rapidement. Rapidement, pourquoi dire? C'est que le cas de Khalifa, il était dans une logique avec certains camarades, malheureusement, qui l'ont lâché, je ne sais pas pourquoi. Moustapha Diko et puis Draman, parce que Khalifa, au moment où s'apprêtait à animer une conférence de presse à Sikasso, il était prévu qu'il se retire du processus de la primaire. Et la même nuit, c'est Moustapha qui va déposer son dossier de candidature. Bon, je ne sais pas pourquoi être dans le jeu et ne pas être dans le jeu. Maintenant, pour revenir un tout petit peu à ce que Sissoko a dit, est-ce que, moi, à ma connaissance, la candidature de John Kounda, ce n'est pas encore clair, quoi, à mon avis. D'après les informations que nous avons par-ci, par-là, je pense qu'on va encore attendre un tout petit peu. Très bien. Alors, Yaya Tandina, qu'est-ce que vous pensez de la candidature du professeur John Kounda? En réalité, de tous les critères demandés au sein du parti ADEMA, je sais que c'est une grosse formation politique qui a l'expérience des primaires et capable de s'en sortir toutes les fois. Et je pense que John Kounda, au contraire, peut faire l'unité au sein de cette formation politique si réellement sa candidature s'avère être une réalité. Mais maintenant, face au président sortant, nous savons que l'ADEMA est une vieille machine qui est partout et c'est elle aussi qui a beaucoup contribué à l'élection du président actuel. Et qu'est-ce que ça peut donner? Mais je me dis souvent, est-ce que, parce que compte tenu du patriotisme d'Ibrahim Boubacar Keïta à un moment donné, c'est sûr que lui-même il va jeter l'éponge et dire bon voilà que les Maliens choisissent quelqu'un qui pense qu'il peut être un homme de consensus pour toutes les formations. Donc je me dis que c'est dans cette logique qu'on est en train de ramener John Kounda. Sinon à un moment donné, John Kounda n'était pas pour. John Kounda a même dit que si je vais être candidat, je ne serai pas candidat. Bon, nous savons les hommes politiques ont leurs paroles souvent qui sont différentes des actes qu'ils posent.
Voilà. D'accord, plus que 5 minutes pour boucler quand même ce forum. On va progresser juste pour dire quelques mots par rapport au dernier sujet, à savoir les conflits intercommunautaires. À qui profitent-ils et quelles sont les solutions? On va commencer directement par vous, Lafia. Les solutions, c'est la discussion. D'abord, commencer par démanteler. Il faut démanteler toutes les milices, les désarmer. La sécurité des populations et de leurs biens, la sécurisation de leurs biens, c'est une mission régalienne de l'État, point barre. On ne peut pas se substituer à l'État, ce n'est pas bon. Et malheureusement, on a eu cette mauvaise expérience-là dans ce pays en pensant que en passant par des groupes, on peut faire l'affaire. Ça ne fait pas l'affaire. D'un moment ou d'un autre, à un moment où, quelque part, ça va flancher. Et malheureusement, pour nous, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. On ne va pas entrer dans certains détails ici. Sinon, on a vu des missions officielles escortées par des dozos. À quel titre? Parce que quelque part aussi, les forces armées, les éléments des forces armées de défense et de sécurité, les FAMA, sont absents, ces éléments-là, dans certaines localités. C'est ce qui n'est pas bon. L'absence de l'État, c'est ce qui est à déplorer à travers les représentants des forces de l'ordre. Il faudrait qu'il y ait cette présence-là pour que les populations ne puissent pas assurer leur propre sécurité. Ce n'est pas bon. Youssouf Sissoko, rapidement. Monsieur Sidibé, j'ai l'habitude de dire qu'on ne sous-traite pas sa sécurité avec des milices d'autodéfense. En tout cas, et j'ai comme l'impression que en tout cas, l'émergence de ces milices au niveau du centre s'explique tout simplement par l'absence de l'État. L'État est absent. Il faudrait très rapidement que l'État retrouve en tout cas ses marques et que toutes ces milices-là soient désarmées. Que ce soit en tout cas les milices du côté de Peul comme ceux du côté en tout cas de Dogon. Il faudrait quand même qu'on trouve les moyens de les désarmer. Parce que les Dogon, on a vu quand même que ces dozos qui normalement devaient avoir des fusils de chasse, ils ont des véritables armes de guerre. Alors, qui les a dotés en tout cas de ces armes-là? La question se pose. Donc aujourd'hui, il faudrait que l'État s'assume en s'occupant véritablement de ce problème et en désarmant toutes les milices et qu'il faut que l'État retourne en tout cas dans ces lieux-là pour sécuriser la population. Très bien. Alors, Yaya Tandina, qu'est-ce que vous proposez comme solution pour ce qui concerne les affrontements intercommunautaires? Bon, effectivement, c'est-à-dire à un moment donné, les communautés elles-mêmes avaient... Oui, allez-y. À un moment donné, les communautés elles-mêmes avaient perdu espoir. C'est pourquoi certaines populations se sont organisées à créer leur propre, à assurer leur propre sécurité. Donc, c'est ce qui a fait qu'il y a eu la prolifération de ces groupes armés, de ces... Mais vous proposez quoi comme solution? Alors, moi, je dirais tout simplement que je dis que l'État essaie de procéder au désarmement. Et c'est pourquoi, vous voyez, même au nord, si on ne procède pas au DDR, ce serait compliqué encore pour les communautés. Alors, au sud aussi, et au centre du Nord, c'est ce qu'on devrait faire. Okay. On dit aux dozos qui se limitent seulement à leurs armes. D'accord, merci. Merci beaucoup, Yaya Tandina, correspondant de l'ORTM et de l'AMAP depuis Tombouctou. Amadou Diallo, merci. Merci à Youssouf Sissoko de Info 7. Merci à Lanfia Sinaba, journaliste indépendant. Alors, nous sommes donc au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur notre site www.studiotamani.org. Réagissez sur les réseaux sociaux et sur notre répondeur au 75 84 11 11 ou 75 84 12 12. Ce débat a été réalisé par Issa Fakaba Sissoko et mis en onde par Salim Diouara. La régie vidéo était assurée par Mamadou Ouattara et je suis Aliou Sidibé pour la présentation. Mohamedou Touré était à la coordination. À la prochaine. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.